après la discussion, on est parti du fait que la société perçoit son intérêt vis-à-vis de la recherche avec un tout petit biais, c'est que la part utilitaire est vraiment très minoritaire et ni la société, ni peut-être la haute fonction publique n'ont conscience de cette importance de garder les solutions latentes qu'on ne peut pas prévoir d'où ça va percer et ont cette vision utilitariste qui biaise la perception de la société, mais aussi des décideurs probablement. Et puis, donc, vous avez développé 4 perversions du système dit d'excellence. La première qui est la concentration des moyens sur quelques sujets à la mode, perçus comme étant à la mode, plutôt que de laisser des solutions latentes. Le problème des managers de la science qui captent en leur nom la production de ce qui est fait autour d'eux et qui personnalisent, ce qui est un travail personnalisme. Les questions d'intégrité qui vous réunissent tous les trois avec Jacques, avec passion, comme on l'entend, et puis cette question du harcèlement ou harcèlement avec les précarisations qui vont ensemble. Et alors, donc, dans la dernière séquence, je voudrais retourner les choses, c'est-à-dire si le problème vient de désigner des bons chercheurs, est-ce qu'on peut s'entendre de l'autre côté sur qu'est-ce que c'est une bonne recherche, avec évidemment la tentation derrière de dire bon, bah, qu'est-ce que c'est un bon chercheur? C'est quelqu'un qui de manière très régulière produit de la bonne recherche, mais au moins la bonne recherche, on peut s'entendre qu'il y a différentes gradations, différentes importances, et donc est-ce qu'on peut analyser ensemble d'abord quels seraient les critères ou les normes de ce que c'est une bonne recherche, ou aussi au sens de importante pour la société, qu'elle puisse reconnaître ces choses-là, quelles seraient. Et est-ce qu'un système qui serait fondé exclusivement sur le fait que bon, toute bonne recherche se vaut en un certain sens de critères, par exemple, toute recherche faite éthiquement est une bonne recherche, et ma foi, la société, la hiérarchie à l'intérieur des connaissances, est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'il y a un biais, on a besoin de pouvoir dire il y a des recherches qui ne se valent pas, qu'il y a des choses qui sont de meilleure qualité, de plus grande importance. Donc, qu'est-ce que c'est une bonne recherche? Ça me semble être quelque chose qu'on n'a pas discuté, plus positif aussi comme tonalité que pour conclure l'entretien. Moi, je pourrais rebondir sur un des points que tu as soulevé, une bonne recherche ou une recherche utile à la société. Sur le thème, est-ce que toute recherche est utile, est nécessaire, et est-ce qu'elle est même souhaitable? C'est peut-être pas la question exacte que tu as posée, mais je voudrais dire quelque chose là-dessus. Parce qu'on y a réfléchi un peu, le comité d'éthique, et puis aussi chacun pour soi. Les chercheurs sont tentés de pousser leur sujet qu'ils possèdent au plus loin parce que c'est leur sujet, parce qu'ils le connaissent bien, parce qu'ils vont pouvoir le développer. Mais est-ce qu'ils ont forcément réfléchi à ce qui va en être fait dans le futur? Est-ce que les applications qui peuvent en dériver, est-ce qu'elles sont souhaitables? Et on peut citer quelques thèmes qu'on avait d'ailleurs étudié à un petit colloque qu'on avait monté en 2013, comité d'éthique. Ah oui, je me souviens. Tout est-il possible, tout est-il souhaitable dans la science à grande échelle? On avait cité l'exemple de la géo-ingénierie, et on avait fait venir un chercheur du labo d'à côté qui faisait des petites expériences pour montrer que en ensemençant des atmosphères autour d'un produit à développer, on pouvait limiter le rayonnement et donc limiter les développements de certaines plantes, etc. Donc c'était de la géo-ingénierie en labo. Et on lui avait posé la question, est-ce que vous savez ce que font les militaires américains avec la géo-ingénierie en ensemençant l'albédo
de l'atmosphère pour limiter, pour modifier le climat. Oui, ce qui peut servir à faire tomber de la neige ou de la pluie sur des, sur des soldats. Il y a mille applications qui intéressent les militaires. Ils avaient dit, oh mais ça c'est pas mon problème. Voilà. Donc je crois que avait dit le chercheur, hein, et puis ensuite on a pu développer au comité d'éthique beaucoup d'exemples d'applications de la géo-ingénierie qui peuvent être très dommageables à grande échelle pour la planète. Il n'y a pas que l'ensemencement de l'albédo avec des particules, il y a aussi, qui est certainement irréversible, il y a aussi du trafic sur les océans. Oui, ensemencer les océans avec du fer pour activer la photosynthèse, etc., etc. Est-ce que c'est utile et nécessaire et même pas dommageable que des chercheurs travaillent sur ces sujets? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres thèmes de recherche, j'ai cité celui-là, où des considérations d'éthique pourraient venir pour limiter l'engagement des chercheurs dans certains secteurs. Alors on peut penser à plein de choses. Donc je ne vais pas prendre la parole des biologistes avec tout ce qui se profile avec CRISPR-Cas9, avec le Gen Drive, je ne sais plus comment on appelle ça en français, le profilage génétique, des choses qui sont quand même peut-être gravissimes pour le futur de l'humanité. Mais moi, je voudrais simplement citer les recherches qui se font dans les domaines de l'intelligence artificielle, où on n'est pas certain qu'on ne va pas vers un monde Big Brother, contrôle des portables, et comme on voit se développer avec la caractérisation des images dans les foules ou des choses comme ça, qui sont en application maintenant déjà dans la société chinoise. Donc moi je pense qu'il faudrait que les chercheurs en collaboration avec l'opinion publique et leurs concitoyens se posent des questions sur faut-il faire tout et n'importe quoi en recherche, sur une sorte de réflexion sur les finalités de la recherche, de toute recherche. Voilà. Donc ça semble dire un peu le contraire de ce qu'on disait au début, que les chercheurs sont libres et c'est la liberté académique, mais d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité plus importante et qui vient après de réguler? Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Régulation de la recherche avec des considérations éthiques et qui implique une forte concentration avec les citoyens qui sont finalement pas aussi inaptes à comprendre qu'on pourrait le croire. Hein. Voilà, on a bien vu quand même qu'il y avait des concertations sur les questions de climat. Vous avez des membres tirés au hasard de la population qui, une fois bien briefés, bien instruits de ce qu'ils pouvaient apprendre par des chercheurs, donc ça fait partie des devoirs, ont finalement trouvé des idées avancées, des recommandations particulièrement pertinentes, même si elles n'ont pas été suivies par le pouvoir qui les a entendues. Voilà. Donc c'est un point que je voulais soulever avant qu'on se quitte. Oui, je crois que pour revenir à la définition d'une bonne recherche, puisque c'était la question qui était posée, c'est vrai que c'est très très difficile de répondre à cette question. Alors évidemment, le premier stade, c'est qu'elle soit faite dans les standards de l'intégrité, soit parfaitement respectée. À ce moment-là se pose la question, évidemment, est-ce que cette recherche est utile? Et là, on n'est pas capable de répondre toujours à la question, sauf quand l'application est immédiate, parce que le financement veut que on a été financé pour avoir des résultats à une échelle de temps courte, puisque de toute façon, l'échelle de temps du scientifique, il y a 3 ans qui est l'échelle du thésard,
et il y a, disons, quelques années de plus quand c'est un projet qui a été financé. Ça, c'est l'échelle de temps. Donc évidemment, on peut être capable d'avoir des résultats positifs à cette échelle de temps, et dans ce cas-là, on dit c'est une bonne recherche, la recherche est utile. Mais dans la plupart des cas, soit cette recherche sert à rien du tout parce qu'il n'y aura jamais aucune utilité, c'est une fausse piste, et puis bah voilà, elle va être oubliée rapidement, ou bien l'utilité de cette recherche, de ces résultats ou de cette théorie, ça va être révélée dans les 10 ans, 15 ans qui suivent. Et ça, ce sont des situations qui arrivent également. Il y a des tas. Je me souviens, il y a un prix Nobel, je crois que c'était un prix Nobel de physique théorique, Steven Weinberg. Quand il a eu le prix Nobel, il avait dit pendant 10 ans, mon article n'a jamais été cité, y compris par moi-même. Je crois qu'il avait dit quelque chose comme ça. Ce qui veut bien dire que pour lui, à la limite, ce n'était pas forcément une recherche très utile. Donc voilà, le chercheur lui-même peut être surpris de voir qu'un travail qu'il a fait peut être utile 10 ans, 15 ans après. Et c'est la raison peut-être pour laquelle il faut laisser ça ouvert le plus possible. Malheureusement, il y a aussi des situations où on se rend compte que c'est une recherche qui peut avoir des conséquences très néfastes. Alors évidemment, le cas de la géo-ingénierie, c'est vrai que d'abord c'est basé sur des connaissances qu'on a déjà. Ensemencer l'océan avec du fer, on sait très bien ce que ça va faire. Mais les conséquences, dès que les conséquences peuvent être à grande échelle, c'est-à-dire avoir une modification du climat, alors là, ça devient extrêmement dangereux. Je crois que je ne sais même pas s'il y a eu déjà le moindre début de réalisation de ce genre de. Il y a eu déjà des. Oui, localement, oui. Localement, oui, des expériences locales. Mais, oui, non, mais pas en labo. En labo, oui, en labo. Non, pas en labo. Pas qu'en labo. Oui. Je voudrais dire aussi quelque chose d'autre. Peut-être que ce n'est pas non plus tout à fait la réponse à la question qu'a posée Bruno, mais c'est la réponse un peu générale à les effets néfastes de la course à l'excellence. Et cet affichage par rapport à la vision qu'en tire la population et qu'en tirent les jeunes. Je pense que c'est une image qui est décourageante en plus, parce que, comme vous savez, on a quand même besoin d'encourager les jeunes à faire des sciences. Hein. Et vous n'ignorez pas qu'on a un mauvais enseignement des sciences qui commence dès l'école maternelle, dès l'école primaire, mais au primaire c'est assez catastrophique. Tous les profs sont des formations littéraires, donc les élèves sont ont mal commencé à réfléchir aux sciences, malgré la main à la pâte, mais c'est à petite échelle. Ça continue dans le secondaire, et donc il n'y a pas une très forte stimulation, surtout. Évidemment que ça dépend des conditions sociales des élèves, il n'y a pas une très grosse stimulation pour les sciences. Et donc l'image qu'on donne des sciences, si c'est une image en plus, il faut être très très excellent, elle est décourageante et elle n'incite pas les jeunes à se diriger vers cette voie, et en particulier les jeunes filles, hein, qui sont facilement découragées à l'idée de faire des sciences à cause des stéréotypes qui traînent. Donc je pense qu'il faut donner aux jeunes l'image que la science peut, la recherche peut, et dans toutes les disciplines d'ailleurs, peut être bénéfique, et qu'elle est à leur portée, hein, qu'elle est à leur portée, que tout le monde peut apporter quelque chose. Et je voudrais ajouter quelque chose sur le rôle qu'ont les scientifiques, on n'en a pas beaucoup parlé, mais excellent ou pas excellent, de divulguer les sciences auprès de la population, et pas seulement en faisant des exposés, mais aussi en s'impliquant dans les clubs de sciences, ça c'est une chose, mais aussi en faisant travailler les jeunes non seulement en club, mais en sciences participatives. Donc j'insisterai beaucoup sur l'idée que les sciences participatives qui se développent énormément aux États-Unis, mais qui commencent à se développer aussi pas mal en France, sont des méthodes pour
qui vont avec le contraire de l'excellence, c'est-à-dire tout le monde peut être assez bon pour faire une recherche participative qui pourra être utile aux chercheurs et puis qui sera aussi utile au groupe qui est formé, qui travaille par Internet, en réseau, pour essayer de se former à l'esprit des sciences. Je me souviens que le Muséum d'histoire naturelle, le Muséum national d'histoire naturelle avait lancé il y a quelques années un programme, 50 millions de chercheurs en France, c'était un programme participatif. Et je pense qu'il faudrait aller dans ce sens-là pour stimuler l'intérêt, l'appétence pour les sciences et la recherche. La pensée d'Antoine Petit, quand il a parlé de l'excellence, on peut comprendre qu'il voulait effectivement faire développer la pointe de l'excellence. Il avait dû être extrêmement contrarié de voir qu'une chercheuse française bien formée en France avait obtenu son prix d'excellence, Prix Nobel. prix d'excellence, son prix Nobel sur les méthodes de Krivs-Casneuf pour des travaux qu'elle avait développés en Allemagne, en Suède et en Allemagne. Donc c'était tout de même, effectivement, je le comprends, assez vexant pour le président du CNRS. Néanmoins, il fait, je pense, une erreur en disant que l'institution n'a pas besoin de soutenir les bons, mais seulement de pousser les excellents. Parce que, comme on l'a expliqué tout au long de cette interview, les bons s'appuient sur les moins bons et les excellents s'appuient sur les bons, et il faut développer toute la pyramide, et on ne peut pas se passer de ceux qui travaillent à tous les niveaux et de compétences et de qualité. On a besoin de tout. Voilà, donc je pense que le CNRS a ce rôle à jouer, il a toujours joué, et je ne vois pas pourquoi il cesserait de le jouer. Et je pense aussi, et ça Antoine Petit l'a dit dans son interview du Monde à juste titre, c'est que les moyens manquent. Et ça, on n'a pas du tout parlé des moyens. C'était peut-être pas le sujet de cet entretien, mais on aurait quand même pu dire que les moyens de la recherche française sont quand même trop limités. Enfin, je ne sais pas si on peut dire trop, mais sont limités par rapport à ce qui pourrait être. Malgré tout, si on voit ce que l'État dépense pour ses sous-marins ou pour des armes de dissuasion ou des choses comme ça, peut-être qu'il ne serait pas trop contraignant pour l'État de mettre plus de moyens pour la recherche scientifique, hein, et que ceci permettrait à Antoine Petit de ne pas oublier qu'il faut qu'il forme un peu, qu'il donne des moyens à tous les chercheurs, qui sont d'ailleurs tous bons dans son institution. Il y a quand même très peu de déchets quand on voit la qualité des recrutements qui ont lieu maintenant. Donc il faut quand même qu'on souligne qu'une bonne recherche ne va pas sans les moyens qui vont avec. On ne l'a pas dit, mais non, tout de même, on voit bien, c'est pas les aménagements, les promesses qui sont faites avec la loi de programmation de la recherche qui vont pouvoir compenser le fait que, pour l'instant, la France n'en est qu'à 2% de son PIB. Recherche publique et privée confondue, et 0,8% du PIB qui est de recherche publique, c'est quand même très faible par rapport, même comparativement à ce que mettent les autres pays de l'OCDE et son voisin l'Allemagne aussi. Autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que les salaires sont quand même faibles et que le salaire moyen d'embauche au CNRS, c'est 63% du salaire moyen des autres pays de l'OCDE. C'est quand même pas brillant. Et on a souligné aussi tout à l'heure la précarité de 50% des chercheurs dans le système universitaire. Donc, on peut comprendre que Antoine Petit ait du mal à assurer la direction du CNRS avec des moyens aussi
limité et qu'il veuille renforcer la pointe de l'excellence avec des stars, en recrutant des stars et en poussant ces stars. Mais nous pensons, je pense que Didier Gourier est d'accord avec moi, que c'est une erreur de penser qu'il faut se limiter à pousser les stars et que le CNRS a besoin de pousser les bons et ceux qui soutiennent les bons et toute la pyramide des compétences. Mais ça, c'est un gros problème de l'excellence telle qu'on l'a, parce que c'est basé sur une évaluation au tenté de quelqu'un qui a été excellent. Mais on sait très bien, et il y a beaucoup de cas qui montrent que c'est pas éternel, ça. Et le problème, c'est les jeunes qui, eux, sont des excellents dans les 10 ans, 20 ans qui viennent. Mais eux, par contre, avec une politique qui consisterait, une politique de la terre brûlée, en quelque sorte, hein, de nourrir l'excellent et d'avoir de la terre brûlée autour, eh ben, il va péricliter et il va disparaître. Et les jeunes, il y en a certainement dans des laboratoires, même des laboratoires qui ne sont pas jugés comme excellents actuellement, qui peuvent le devenir. Il y a des tas d'exemples de laboratoires excellents qui ont démarré modestement. Et ça, c'est peut-être le gros problème pour l'avenir. Eh bien, je vous remercie pour vos réponses. Je pense que c'est important en ce moment qu'on porte collectivement cette parole dont on sait, Jacques le disait tout à l'heure, le fait que ceux qui sont désignés excellents ont une parole qui est plus valorisée quand ils portent leur vision de la science que les désexcellents. Donc je pense qu'il y a un effort collectif à faire qui vienne de l'ensemble de la communauté, y compris ceux qui portent des récompenses, pour arriver à porter cette vision de la science réelle qui ne coïncide pas avec la science telle qu'elle est vue. À la fois par les décideurs et la haute fonction publique, et à la fois en partie par la société. Donc, on aura fait notre contribution par cet entretien aujourd'hui à redonner une vision qui me semble parfaitement consensuelle en réalité. Elle n'est pas provocatrice, elle me semble être ce que l'essentiel de notre profession pense de ce que c'est que la bonne science et des problèmes qu'engendre la concentration. Donc merci beaucoup.